Salut à tous, bienvenue dans le Show Nomade, le podcast 100% Van Life que vous retrouvez tous les lundis. Ça fait 3 mois maintenant, donc si vous n'êtes pas abonné sur votre app de podcast, je vous encourage à aller le faire. Mais maintenant également disponible en vidéo sur YouTube. Je ne vous dis pas que ça va être toutes les semaines, mais on va essayer. Le podcast, cette semaine, est une présentation du nouveau livre des éditions Ma vie en van, Correspondance d'un nomade confiné. C'est l'histoire de Pascal. Pascal est l'auteur de ce magnifique roman photo. On est le 7 mars 2020, la population dans sa presque totalité est assignée à résidence et Pascal vient de vendre sa maison pour aller partir en van, vivre sur les routes. Mais il se retrouve soudainement confiné. Après maintes péripéties, il va se retrouver dans un petit village du Limousin, au fin fond de la France, et s'ensuit son récit, un roman photo que je trouve extraordinaire et très très bien écrit et photographié parce que, évidemment, c'est un livre avec beaucoup de photos. Vous pouvez le retrouver et le commander sur maviehenvan.com où le catalogue se trouve sur correspondance avec un s.maviehenvan.com. Bonne lecture. Aujourd'hui, c'est jour 153. Aujourd'hui, c'est Canada. Je viens de dépasser les 4250 km d'aventure. C'est pour l'instant très compliqué de réaliser tout ça en fait, ce que je viens de vivre. Bienvenue dans un nouvel épisode du Show Nomade, le podcast 100% vie nomade, présenté par votre ami Florent chaque semaine, il n'y a rien de nouveau, et enregistré sur la route en direct de mon petit campeur. Vous le savez maintenant, on se retrouve tous les lundis dans ce podcast pour parler de vie nomade, de vie simple, de vie en van évidemment, de la vérité derrière les filtres Instagram et pour partager les histoires et les réalités d'autres personnes qui vivent de cette manière. Cette semaine, on va parler longue randonnée. Très longue randonnée, la Pacific Crest Trail, ou PCT, est un sentier de plus de 4000 km entre la frontière du Mexique et celle du Canada. C'est une aventure unique, fantasmée, qui a été le sujet de certains livres, de certains films que vous connaissez peut-être, mais c'est une aventure qui a été réelle pour notre invité d'aujourd'hui. Donc chaussez vos souliers de rando, on part pour un nouvel épisode du Show Nomade. Bonne émission. Allô, allô. Salut Jules. Salut Florent. Jules, c'est un thru hiker. Si vous ne savez pas ce que c'est un grand randonneur. Et aujourd'hui dans l'épisode, on va parler justement de ces grandes randonnées et de ce terme thru hike, le longue randonnée. C'est un peu un euphémisme quand de dire longue randonnée parce que Jules, ce qu'il a fait, c'est des milliers de kilomètres entre la frontière du Mexique jusqu'à celle du Canada, à travers la Californie, l'Oregon et l'État de Washington. Combien de kilomètres ça fait en fait bout à bout, Jules? Alors, exactement, puisque c'est un tracé qui, comme tu disais, part du Mexique jusqu'au Canada, qui continue, et le tracé exactement fait 4270 km. D'accord. Donc, tu as parcouru tous ces kilomètres sur plusieurs mois et on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, d'abord, comment tu as connu ce Pacific Crest Trail, cette PCT? Parce que c'est un peu comme l'équivalent de Compostelle, tu sais, pour les Européens qui nous suivent. Mais aux États-Unis, c'est peut-être moins connu que Compostelle dans le reste du monde. Et je pense que les gens aujourd'hui connaissent peut-être ça à cause de Wild, tu sais, le film de Jean-Marc Vallée. Ça l'a rendu assez populaire. Mais toi, comment t'en es arrivé à partir dans cette aventure? Alors moi, j'ai connu l'existence, en tout cas, de ces grandes randonnées. Quand je dis ces grandes randonnées, parce qu'il en existe 3 aux États-Unis. Donc aujourd'hui, la plus célèbre, en tout cas hors des États-Unis, est certainement le PCT, donc le Pacific Crest Trail. Mais moi, je l'ai connu en lisant le livre justement de Cheryl Stray, Wild. Et en vrai, pour moi, ça a été je tombais complètement par hasard dessus. Il y avait je me rappelle, une chaussure de randonnée sur la couverture. Et moi, je suis amoureux depuis très longtemps de la randonnée, de la nature, des grands espaces. Et j'ai pris ce livre complètement par hasard. Et je dirais pas qu'il m'a passionné ce livre-là, mais il m'a fait découvrir l'existence de ces grandes randonnées. C'était il y a 6 ou 7 ans, je crois, maintenant. Et depuis, ça a trotté dans ma tête.
parce que justement dans Wild, le livre de Cheryl Strayed, elle dit un truc qui est assez cool, que je trouve assez vrai. C'est avec ce genre d'aventure, on part 3 fois. La première fois, c'est quand on découvre que cette longue randonnée existe. La deuxième fois, c'est quand on commence à penser que ça va arriver. Et la troisième fois, c'est quand on fait le premier pas sur le sentier. Toi, comment t'en es arrivé? Ça a été quoi ton expérience pour en arriver à cette aventure-là? Alors, ça a été effectivement ce processus déjà de découverte et de rêverie, certainement, de projection. Uh-huh. C'est-à-dire quand je découvre l'existence d'une randonnée aussi longue que celle-ci, et encore, je l'ai découvert a posteriori parce que dans le livre, elle parle je crois, 2000 kilomètres. En tout cas, elle s'arrête, elle, à la frontière avec l'État de Washington. Euh, en fait, c'est quelque chose qui est de l'ordre du fantasme. Je me dis, waouh, moi je fais beaucoup de randonnées. On parlait de Compostelle, on parlait de ces randonnées qui sont relativement longues, mais il faut savoir qu'en fait, le PCT, c'est vraiment une randonnée qui est immersée plongée en fait dans la nature. C'est-à-dire que c'est à la différence des randonnées comme Compostelle, par exemple, qui vont traverser des villages, des villes. Là, on est vraiment dans quelque chose de wild, de sauvage, Mhm. et c'est quelque chose qui à la fois me fascinait et à la fois me disait, oh putain, mais comment je peux faire aussi longtemps une marche dans une nature. Et du coup, ça a été un processus déjà de fantasme, de rêve. Et puis, j'en parlais beaucoup parce que c'est quelque chose qui revenait voilà, comme quelque chose d'assez récurrent. Et un jour, il y a une amie qui m'a dit, soit tu y vas, soit tu arrêtes d'en parler. Et à un moment donné, voilà. Et en vrai, je me suis dit, elle m'a mis devant le fait accompli, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'en empêche? C'est quelque chose qui est tellement en toi, c'est quelque chose qui est, quand t'en parles, quand tu vibres sur ça, c'est tellement toi. À un moment donné, pourquoi? Quelle est l'excuse? Pourquoi tu ne le fais pas? Et je me suis dit, c'est vrai, elle a peut-être raison. Et le lendemain, j'avais pris ma décision et je me suis dit, allez, j'y vais. Parce que c'est un peu comme il y a des choses comme ça dans la vie qui nous arrivent, c'est un peu comme une visualisation. Tu sais que tu dois le faire, mais c'est comme ça, c'est comme une extension naturelle de toi. Mais il y a plein de choses, c'est peut-être des excuses qu'on se met parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce rêve de faire soit la Appalachian Trail, ça c'est la plus connue de la Triple Crown, de ces 3 grandes randonnées américaines. Et il y a beaucoup de gens qui ont ce rêve-là, moi y compris. Mais c'est assez drôle parce que je crois qu'il y a vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est le pas qu'on peut faire entre ce rêve-là et la matérialisation de ce rêve, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent leur rêve un peu comme s'ils ils les rendraient jamais réels. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont, si elles ont un projet, ben c'est pour le faire. Ouais. Moi, je trouve je pense que le rêve, c'est confortable. Le rêve, Mhm. c'est parfait. Le rêve, c'est le fantasme, c'est t'imaginer le faire et que tout se passe bien et vivre les aventures comme tous ces aventuriers qu'on a pu lire dans les livres, qu'on a vus dans les films. Et après, il y a la matérialisation du rêve et le concret et de se dire que, en fait, vivre une aventure comme ça, ce n'est pas que quelque chose de positif tout le temps, même si Mhm. a posteriori ça l'est, mais c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Et je crois que moi, je me rappelle d'un livre de Mark Manson et il disait, en fait, il faut pas se poser la question qu'est-ce qu'on a envie de faire, mais pourquoi on est prêt à en chier. Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait, c'est de se Ouais. dire, ok, on a envie de faire plein de choses dans la vie, mais on n'est pas prêt à en chier pour beaucoup. Mhm. Et en vrai, c'est de se dire, est-ce qu'on est prêt à en chier pendant 5 mois, à marcher tous les jours, à porter tous les jours les mêmes vêtements, à être sale, à manger froid, à être sous la pluie? Et si la réponse est oui, à ce moment-là, ce rêve a quelque chose de réalisable, mais sinon, ça reste que l'ordre du fantasme. C'est beau, en fait, c'est beau de rêver plein de choses. J'ai envie je sais pas, d'aller sur la Lune, il y a plein de trucs qui paraissent irréalisables, mais qui sont Mhm. de l'ordre du rêve. Et je pense que c'est important de rentrer un moment dans la matière et de dire, allez, j'y vais, et de tester, d'expérimenter. Ouais, tu mets vraiment le doigt là-dessus parce que c'est un truc, moi, c'est un sujet que je pense qu'on partage pas mal de choses en commun, mais c'est un sujet que j'adore, ça, c'est le confort et surtout ce plaisir-là, c'est en chier, comme tu dis, c'est un truc que tu réalises que quand tu vas avoir des expériences comme ça, c'est qu'il y a 2 sortes, je sais plus qui disait ça, il y a 2 sortes de plaisir, il y a le vrai plaisir et le faux plaisir.
Le vrai plaisir, c'est aller faire les montagnes russes, aller au parc d'attractions, aller au ciné, aller au centre commercial ou quoi. Et tu vas oublier ce fun-là, mais presque immédiatement après l'avoir vécu. Et après, le vrai plaisir, pardon, c'est avoir passé la journée dans la pluie, t'as froid des orteils jusqu'aux oreilles. Mais par contre, en fait, une journée de merde, ça va devenir un souvenir incroyable qui va avoir forgé ton caractère. Et je crois que ça, dans la vie, une fois que tu comprends peut-être tu comprends que ça a plus de valeur que le faux plaisir, mais peut-être ça te pousse à ensuite cultiver toujours cette volonté eh bien de susciter des expériences. Mais justement, j'ai l'impression que dans ce genre d'aventure, il y a un rythme qu'on intègre et ça peut prendre du temps à l'intégrer en fait. Toi, est-ce que ça a pris beaucoup de temps? En fait, la question, ce serait sur l'entraînement aussi. T'es-tu entraîné avant de partir ou l'entraînement, il vient quand même Non. aussi en faisant? Moi, j'ai pris le parti de me dire que c'est le trail qui allait m'entraîner. Mhm. J'avais moi une fenêtre de 6 mois pour le faire, c'est la durée de mon visa, la durée totale que je pouvais rester sur le sol américain. C'est un visa Et je me étendu suis... hein, pour les... Si t'es français, c'est ça? T'es de France? Oui, je suis nationalité française. Et du coup, il existe un visa spécial qui s'appelle le R1R2 qui Ok. permet de vivre ce genre d'aventure. C'est également un permis pour les gens qui vont faire des études ou un stage ou quelque chose comme ça. Donc, c'est Mhm. un rendez-vous qui est pris à l'ambassade et un dossier à déposer. Et puis, généralement, c'est pas de grande difficulté pour Ok, l'obtenir. ok. Excuse, mais donc tu disais, ouais. Je t'ai coupé. Et du coup, c'est le rythme. Maintenant, le rythme, je l'ai pris vraiment en marchant, en me disant, j'ai vraiment envie de prendre le parti. Je cherchais pas la performance. J'avais pas envie d'aller chercher un score, une durée Ouais. minimale, maximale. J'avais vraiment envie de me dire, j'avais envie de rentrer dans une aventure et dans une errance, dans une flânerie, dans quelque chose qui m'est propre. Mhm. Et du coup, je me suis dit, je vais écouter mon corps et je vais faire en sorte de progresser au rythme de ce que mon corps réclamera, de ce que mon esprit réclamera. Et du coup, je me suis dit avant, mais de toute façon, comment je peux m'entraîner à marcher 4500 km? Je randonne depuis tout petit, je marche beaucoup, je fais un peu de sport. Du coup, c'était quelque chose d'assez naturel d'être dans le mouvement. Ouais. Je me suis dit, ben, en même temps, je ne peux pas m'entraîner pour marcher aussi longtemps. Donc, j'allais vraiment voir ça sur le trail. Et ça s'est fait ouais, progressivement. Et j'ai mis vraiment peut-être un mois peut-être à rentrer dans l'habitude du trail. C'était quoi Vraiment, vraiment. c'était quoi au début les choses les plus compliquées à s'adapter? Euh, c'était, c'était plus par rapport au matériel que j'avais sur moi. En fait, je suis parti avec du matériel qui correspondait aux randonnées que je faisais en Europe, Mhm. c'est-à-dire orienté sur 15 jours. Et au final, on est sur du matériel qui est complètement différent. Et c'était beaucoup de réflexion par rapport à ça et ce que c'est. Moi, ça fait 5 ans, 6 ans maintenant que je vis avec toute ma vie dans un sac. Il y a 5, 6 ans, j'ai décidé de changer complètement de vie, de tester une expérience et de mettre vraiment toute ma vie dans un sac et de vivre avec que ce sac-là et de bouger, de vivre en mouvement. Donc j'avais déjà l'expérience un petit peu acquise de ce minimalisme-là, mais, mais j'ai découvert tout un nouveau monde, tout un nouveau matériel et je pense que c'était vraiment l'adaptation par rapport à ça. Parce qu'au final, la marche, c'était pour moi une zone de confort, c'était un plaisir, c'était le plus difficile a été après. Parce que le départ, en fait, c'est comme ce qu'on disait avant, quand on choisit quelque chose, il y a un petit pic de dopamine, c'est beau, c'est nouveau, c'est comme quand on rencontre quelqu'un. Mhm. Au début, tout est chouette, enfin, on est dans l'euphorie de la rencontre, de la Dans la lune découverte, de miel, ouais. exactement. Et puis après, bah, pareil, toi, au départ, c'est pour ça qu'il est très important de se poser aussi la question pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le fait pour soi ou est-ce qu'on le fait pour les autres? Parce qu'au début, tous les gens disaient ah, c'est trop bien, c'est génial, etc. Et puis, au bout d'un moment, les gens reviennent un peu à leur vie et t'oublient. Et c'est peut-être plus après où c'est un peu difficile, quand ça commence à devenir une routine, quand tous les jours, tu te lèves, tu marches, que tu n'as rien d'autre à faire que de marcher, de dormir. Et voilà, c'est là où je pense que c'est un peu plus difficile au bout d'un moment. Ouais, parce que Ouais. dans des moments comme ça, il doit avoir des moments où ton esprit te jouait des tours et tu avais eu l'envie d'abandonner ou parce que tu te poses tellement de questions parce que tu es avec toi-même en fait, tu es avec toi-même toute la journée et tout le temps pendant des mois et des mois. Et
Et je me demandais quelles avaient été tes expériences, parce que souvent il y a des gens qui vont dire que ça relève presque de l'expérience psychédélique, en fait, parfois d'avoir ce voyage intérieur-là. C'est sûr que c'est beaucoup, 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 beaucoup de temps avec soi-même. Donc ça, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt dans la vie de tous les jours introverti. Je suis Ouais. quelqu'un qui aime le silence, qui aime le calme. Donc c'est une zone plutôt de confort. Mais c'est vrai que dans une aventure aussi longue, ça peut être épuisant. Et ce que j'ai expérimenté, c'est effectivement beaucoup de fatigue à être avec moi-même. Heureusement, aujourd'hui, j'avais mon téléphone comme seul outil de Mhm. navigation. Et grâce à mon téléphone, j'ai pu écouter des livres audio et des podcasts. Mais pourtant, je m'interdisais de le faire le matin. J'avais quand même envie de garder euh, au moins une demi-journée. Ça ne veut pas dire que j'écoutais tous les jours, mais en tout cas, si je voulais écouter quelque chose et sortir un peu de ma tête, ben, je ne le faisais que l'après-midi. Parce qu'au moins, je voulais quand même garder ce plaisir, quand même, parce que finalement, à posteriori, c'est du plaisir d'avoir pu, en fait, échanger autant avec moi-même. Et c'est dingue, parce qu'en fait, c'est effectivement, je ne sais pas si c'est psychédélique, mais en tout cas, c'est une forme de thérapie. Parce que Mhm. on peut pas fuir. C'est-à-dire qu'il y a des pensées qui remontent, on refait deux, trois fois sa vie, on refait tous les choix de sa vie, et il y a des pensées qui remontent, et dans la vie de tous les jours, avec les distractions, avec les téléphones, avec les gens, tout, tout ce- toutes les activités que l'on peut avoir, il est facile de fuir en fait ces pensées-là. Et là, non. Donc au bout d'un moment, on est obligé de les affronter, et c'est ouais, c'est plutôt intéressant de ce côté-là, mais c'est vrai qu'à un bon moment, ça peut être un peu fatigant. Ouais. Tu nous parlais de ton parcours, puis on pourrait revenir peut-être là-dessus. Euh, Parfois, on va partir dans des aventures comme ça parce qu'on a perdu quelque chose ou qu'on veut s'échapper de quelque chose. Et après, au cours de cette aventure-là, on va parfois aussi découvrir quelque chose. Et donc, c'est un peu comme tout le chasser ses démons. Et après, pourquoi tu marches, pourquoi tu fais ça. Et si ça te dérange pas, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et un peu cette partie-là de ce projet? Alors, je pense que ce projet, c'est un peu l'extension de ce que j'ai initié il y a quelques années. Comme je disais, moi, je suis pharmacien de profession. J'ai toujours travaillé dans ce milieu-là. Et il y a 5 6 ans, je me disais que, en fait, j'ai beaucoup de choses pour être heureux dans le sens norme de la société, mais il me manquait quelque chose, et j'étais très curieux de vivre une expérience de vie en mouvement. Mhm. Et j'ai décidé de mettre toute ma vie, mais littéralement dans un sac, et de dire, voilà, je quitte tout attache, j'ai plus d'appartement, et je vis par petits bonds là où j'ai envie d'aller. Je me laisse guider vraiment par l'intuition et la vie. Et, hum, et je pense que le fait de partir comme ça, c'est la conjonction de ce mode de vie minimaliste à cette passion forte pour la marche et la nature. Et je ne suis pas parti avec foncièrement une envie de trouver des réponses, mais j'ai trouvé beaucoup de questions, mais pas forcément des réponses parce que j'avais pas de questions à la base. Mais, euh, mais je crois qu'on a tous, ouais, on en ressort tous avec, on sort forcément changé d'une aventure comme ça. Euh, mais aujourd'hui, c'est encore très difficile de pouvoir dire, parce que ça fait un an, c'est déjà il y a un an, mais c'est encore qu'il y a un an, c'est encore difficile de dire vraiment qu'est-ce qui a pu changer. Mais je crois que c'est juste la confirmation de cette vie que j'ai envie d'avoir en mouvement. Et après, ce qui a vraiment changé, je pense, après ce trail-là, c'est que j'ai eu besoin de revivre un petit peu ancré quelque part. J'ai eu Mhm. besoin, après ce trail-là, je pense que ça a été là, après avoir vécu pendant 5 6 ans sans ancrage physique, c'est-à-dire sans domicile fixe, de retrouver un endroit chez moi pour pouvoir me reposer. Ouais. Parce que la vie en mouvement, elle a quelque chose de très génial dans la créativité, mais c'est très dur d'être dans la productivité, dans le sens produire quelque chose, créer quelque chose, construire quelque chose. Et très fatigant d'être tout le temps en mouvement. Du coup, j'ai eu besoin de me reposer quand je suis rentré. Ouais, puis il y a toujours ce concept du voyage comme fuite. Et j'ai l'impression qu'avec une expérience qui est un peu extrême de si longue randonnée, c'est un peu la seule manière de réaliser peut-être les choses qu'on fait mal ou les choses qu'on fait pas et les choses qui nous manquent. Alors que si tu es si t'es confortable, même si tu vis quand même, c'est quand même incroyable de vivre avec juste toutes ces affaires dans son sac à dos, mais il y a peut-être des choses que tu réalisais pas. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis ça fait un an, presque un an jour pour jour. En fait, il y a un mois, c'était en septembre, donc tu avais fini.
la marche. Et je trouvais ça intéressant ce que tu disais parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui te sont arrivées ou que ton esprit a vécu qui vont peut-être revenir tout au long de ta vie. Et c'est un concept assez beau parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'on marche. Tu vois, on peut se demander c'est quoi le point c'est quoi le principe derrière marcher si longtemps. J'ai une autre question pour toi. C'est quoi ta relation avec la solitude? Parce que dans un périple comme ça, parfois, il va y avoir un mélange entre, on le disait, tu es tout le temps avec toi-même, mais tu vas aussi rencontrer des gens, et on n'en a pas trop parlé, il y a une grosse communauté autour de, c'est surtout sur la PCT, il y a une grande communauté de randonneurs. Donc, le mélange et l'équilibre entre la solitude et la vie sociale, comment c'est venu? Est-ce que c'est venu tout de suite ou c'est au fur et à mesure du voyage? Déjà, je trouve que c'est intéressant de définir pour moi la solitude parce que souvent on pense que la solitude c'est être seul physiquement, Mhm. mais beaucoup de gens, par exemple, moi j'ai vu beaucoup de gens marcher, pas forcément sur le PCT, mais marcher avec des écouteurs, par exemple, ou Ouais, ce que j'expliquais avant, le fait d'être avec des podcasts, des livres audio. Pour moi, la vraie solitude, c'est vraiment celle qui est sans stimulation extérieure. exact. Ouais. Et du coup, c'est celle où tu te retrouves vraiment seul avec toi-même. Et finalement, tu peux être seul au milieu d'un métro, au plein milieu d'une grande ville, et tu peux être stimulé en plein milieu d'une montagne ou d'une forêt. Mhm. Et du coup, je pense que ce rapport avec la solitude, elle était plutôt ponctuée justement par des rencontres, par des fois l'envie justement de me distraire avec un livre audio ou un podcast. Parce que parce que comme je disais avant, c'est fatigant des fois d'être seul, même si c'est quelque chose que j'apprécie et c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai eu envie de le faire parce que je trouve que enfin moi je trouve que le monde actuel est trop sursollicitant, on est tout le temps en suractivité et je trouve que le fait de vivre une aventure comme ça, c'est tellement confortable parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule chose à penser, c'est de se lever le matin et marcher. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper chouette. Et le vrai plaisir, ouais, c'est de rencontrer ces gens parce qu'il y a une communauté de dingue. Alors oui, il y a les autres randonneurs, comme tu disais, mais pour moi, en fait, la chose la plus belle que j'ai pu vivre durant ce trail, c'est la rencontre avec ces anges du trail, les Trails Angels, Ouais, qui sont ces personnes qui viennent le nous bénévole. accompagner exactement, qui viennent soit parce qu'ils ont déjà vécu une aventure comme ça, soit parce qu'ils ont envie un jour de la vivre, soit parce qu'ils ne peuvent pas la vivre et ils ont un amour fou pour cette randonnée-là, et qui viennent de temps à autre au détour d'une route qui passe à côté d'un chemin, déposer un glacière avec des sodas Mhm. ou venir faire des hot dogs, etc. Et rencontrer ces gens-là, c'est juste incroyable, Ouais, juste et incroyable. c'est moi, c'est un truc que les Trail Angels, ces bénévoles des randonnées, moi, je vois souvent comme, parce que j'ai vécu cette expérience-là souvent avec dans d'autres milieux, ce sont des gens à qui on a sûrement donné par le passé, et en fait, en étant les receveurs du don des autres, ben, eux-mêmes, ça leur a appris à donner aux autres. Et j'ai l'impression que moi, j'ai beaucoup appris de ça, des gens qui m'ont donné, mais ça m'a appris à donner. Et je crois que toute l'expérience de ces longues randonnées, quand il y a des gens comme ça, ben, ils vont t'enseigner beaucoup sur toi-même ensuite. Si tu vois d'autres marcheurs ou d'autres gens, d'autres jeunes, je sais pas, c'est beau cette transmission-là, je trouve. C'est une chaîne vertueuse, je trouve, que tu vois, Ouais. il y a ce côté de, ben, ouais, parce qu'en fait, quand tu reçois tellement, et en fait, c'est tellement dans une générosité vraie, en tout cas, il y a aucun rapport d'argent, c'est Mhm. impossible de leur donner quoi que ce soit, juste leur sourire ou notre histoire, ça leur suffit à finalement, parce que des fois, on ne parle pas simplement juste d'une glacière, on parle de stands avec des gens qui viennent vraiment faire à manger, qui sont là pendant 2 jours, qui nous offrent ben ouais, une boisson, ne serait-ce qu'une boisson ou un repas chaud, pour nous c'est incroyable, enfin, c'est Mhm. quelque chose Et souvent ça arrive au moment où on en a le plus besoin. Et il y a cette vraie générosité et quand ça gonfle le cœur, ouais, ça gonfle bah, tout le corps. Et c'est vrai que quand tu ressors de ça, tu n'as qu'une seule envie, c'est bah ouais, de faire pareil, de vraiment de faire pareil. Et je trouve que c'est hyper intéressant par rapport à ça sur cette, je
chaîne un peu vertueuse, de dire que finalement, en faisant du bien à l'autre, l'autre aura envie de faire du bien à quelqu'un d'autre et que sans parler de chaîne et de dire que le monde sera meilleur, mais en tout cas, ouais, c'est, euh, À petite échelle, c'est c'est sûr, ouais. Ouais. à petite échelle, c'est sûr, et c'est là où tu te rends compte, où je me suis rendu compte, du moins, pour parler de moi, que tu peux vivre une aventure comme ça, que tu es seul, que tu la vis pour toi, que tu la transcendes par rapport à tout ce que tu vis, mais que ce qui t'apporte le plus de bonheur et ce qui reste vraiment le plus fort après, c'est ces rencontres avec les gens. Mhm. Et Et ça, c'est ouais. ouais, c'est une des leçons, je pense, que j'ai retenues de ça, quoi. C'est que j'aime être seul dans la nature, j'aime vivre des aventures, mais que aujourd'hui, j'ai envie de le faire et de connecter ça avec des gens, quoi. Pour rebondir là-dessus, moi je parle souvent de l'Amérique, de l'Ouest de l'Amérique en général, parce que c'est ça que je connais, puis c'est ça que j'explore à long terme. Mais pour moi, on peut découvrir cette Amérique-là seulement avec des aventures comme la tienne. Et je voulais te demander, toi en tant qu'Européen, ça a été quoi ton expérience de cette Californie, de cet Oregon, de Washington? T'en as parlé un peu, mais j'aurais aimé en savoir plus sur ta perspective. Moi, je suis vraiment allé là-bas parce que il y avait le PCT. Je suis pas allé là-bas parce que c'est les États-Unis ou parce Mhm, que c'est la Californie, l'Oregon. Et c'est vrai qu'en tant qu'Européen français, je, je pense que j'avais un petit a priori sur le côté américain. Je me disais, mais en fait, c'est pas du tout des gens avec qui je pense que je vais arriver à connecter. Je voyais ça comme quelque chose de très superficiel. ouais. Et au final, j'ai rencontré une autre Amérique, en tout cas pas celle que j'ai connue ou appris dans les livres ou dans les films, dans les séries, ou dans les nouvelles ou dans les informations que j'ai pu lire. Et des gens hyper simples, hyper ouverts et hyper généreux qui m'ont accueilli chez eux, qui m'ont ouvert leurs portes, et, euh, et des gens vraiment très amoureux de la nature. Il y a vraiment un amour fou pour ces grands espaces Mhm, qui sont incroyables et des gens qui sont vraiment qui viennent, qui sortent. Il y a ce culte quand même du camping, quelque chose qui existe beaucoup moins en France, qui en tout cas est pas du tout orienté nature. Il y a le camping qui existe chez nous, mais qui mhm. va être beaucoup plus touristique, qui va être quelque chose de beaucoup plus estival. Il y a vraiment ce côté dans l'Ouest américain, ou en tout cas dans les grands espaces dans lesquels je suis passé, cette volonté d'être proche de la nature. Et ça, je trouve ça très chouette. Et du coup, c'est tout de suite un lien très fort Mhm, pour tu les gens, partages parce qu'on ça, ouais. Surtout partage que ça. il y a un concept en Amérique du Nord qui est les terres publiques, en fait, et la PCT et toutes les longues randonnées, elles passent à travers. C'est ça le principe de cette longue randonnée, c'est de pouvoir traverser un continent avec des terres qui appartiennent à tout le monde, en fait. Il n'y a rien de privé là-dedans. Et c'est un concept qui, évidemment, dans le reste du monde, n'est pas vraiment facile à comprendre. Mais c'est drôle parce que je parlais justement dans un autre podcast, je fais un podcast avec l'écrivain Michel Moutot qui écrit beaucoup sur l'Amérique de l'Ouest. Et on parlait de ça. Parfois, on va prendre ces grands espaces, quand on n'est pas américain, on va les prendre comme, ah ben ils ont ces grands espaces et on les prend pour acquis. Et on réalise pas qu'il y a vraiment eu une démarche dans une partie de la société américaine, il y a un siècle et même avant, de protéger ces endroits pour pas qu'ils deviennent justement comme leurs ancêtres européens avaient fait avec l'Europe, où tout était privé, où tout était exploité en fait. Et au tournant du 20e siècle, il y a vraiment eu une volonté en fait de protéger ces espaces et c'était vraiment politique et juridique en fait. Et je pense que à part aux États-Unis où les gens ils en sont conscients pour ceux qui vivent dans ces endroits-là, on l'oublie beaucoup et je crois que parfois on pense que les Américains ils ont juste cet espace-là, ils en font ce qu'ils en veulent, mais il y a vraiment des gens et même encore qui luttent beaucoup pour que ces espaces restent comme ils le sont et au lieu de les Ouais. voir comme exploitables ou à exploiter encore. Et je trouve que le PCT, comme l'Appalachian Trail ou le CDT, c'est des bonnes vitrines pour ça, justement, Mhm. parce que c'est des, il y a peu d'endroits au monde où tu peux faire 4500 km immergé comme ça dans la nature. C'est Ouais. quand même, c'est quand même incroyable de te dire que tu as une randonnée, que tu pars d'un point et tu vas rejoindre un autre pays à 4500 km de là et te dire que tu vas passer par peu de villes. C'est un luxe Ouais. incroyable. Et en passant par différents
paysage, que ce soit le désert, les montagnes de la Sierra, les forêts de l'Oregon ou encore les montagnes de l'État de Washington. C'est juste dingue. Et c'est vrai que ben, sans connaître forcément, tous peut-être des a priori, moi j'en avais quelques-uns du moins, et en fait je me suis rendu compte que c'est un pays qui aime forcément sa nature et qui essaye de la préserver. En tout cas, du moins, une certaine partie de la population, et c'est celle que j'ai croisée, et c'est plein d'humanité. Après, je pense, sans faire d'amalgame, je pense qu'il y a des personnes bien et des personnes un peu moins bien partout. Comme partout, ouais. J'ai deux questions justement reliées à la nature. Qui dit nature et vie sauvage dit certaines peurs et dangers. Alors je sais que quand on vient d'Europe, parfois il y a peut-être on est chanceux parce qu'on n'a pas cette conscience justement qu'il y a certaines choses un peu dangereuses parfois. Je sais pas, ça a été quoi ton expérience avec la vie sauvage le long du sentier? Et plus généralement, c'est quoi ta définition de la peur? As-tu des peurs? Alors, disons que le sauvage, la nature, j'en avais déjà une certaine expérience, encore une fois. Donc, dormir dehors, je l'ai déjà fait. Mhm. Mais c'était effectivement dans un autre environnement, là, dans un environnement que je ne connaissais pas, avec des animaux que je ne connaissais pas. Donc oui, pour dire tout simplement, au départ, je dormais dans une tente et après, j'étais tellement immergé dans cette nature que je préférais même dormir, faire du cowboy camping, vraiment dormir à même le sol parce que j'avais besoin de sentir la nature, de voir les étoiles, de voir le ciel. C'était quelque chose je me sentais même cloisonné, cloîtré en fait dans ma tente. Donc, mais c'est vrai que j'ai rencontré pas mal d'animaux que je ne rencontre pas en France, comme les ours par exemple, comme les rattlesnakes, donc les serpents à sonnette et voilà, un loup très probablement également que j'ai croisé. C'est vrai que c'est assez... le premier ours par exemple, c'était quelque chose à la fois pareil que je désirais mais que je craignais. Alors il faut savoir que c'est des ours bruns, donc c'est pas des ours qui sont censés être... Des ours noirs, tu veux dire, ouais. Ouais, c'est pas censé être dangereux. Donc, mais ça reste quand même hyper impressionnant. Et du coup, j'ai fini par en voir 5 à la fin. Nice. Et non, mais ça fait partie. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, au départ, tu viens en fait avec ce que t'es, avec d'où tu viens, avec ton expérience, et forcément, t'es toujours un petit peu urbanisé au moment où tu commences ce trail. Mais petit à petit, tu te délestes aussi même pas forcément physiquement de quelque chose, mais de toutes ces peurs, et tu te rends compte que déjà, cet environnement, c'est pas le tien, donc tu l'apprivoises, et tu commences à t'y habituer aussi. Et tu finis par y être un peu comme chez toi. Et ta relation avec ton corps a-t-elle changé? As-tu remarqué une évolution de comment tu percevais ton corps? Parce que pour marcher tant de kilomètres, il faut en prendre soin. Alors, oui. En fait, ce qui est intéressant, le fait de marcher comme ça, c'est que en tout cas, moi, comment dire, j'ai essayé de récupérer de nouveau les signaux que le corps m'envoyait. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de matin, midi, soir, plus de petit déjeuner, déjeuner, dîner. Je mangeais quand j'avais envie de manger, je m'arrêtais quand j'avais envie de m'arrêter, je dormais quand j'avais envie de dormir. En vrai, le corps, il parle, et du coup, j'ai appris ou réappris, je sais pas, mais du moins, j'ai repris conscience de mon corps et j'ai appris à l'écouter. Et ça, c'était hyper intéressant. Et ça a duré un petit peu de temps après. Et puis maintenant, aujourd'hui, je l'ai de nouveau un petit peu perdu. Mais c'est vrai que ça, c'est génial. Et puis le corps, c'est le moyen numéro 1 pour aller jusqu'au bout. Peut-être pas numéro 1, peut-être que le mental agit peut-être un peu plus là-dedans. Mais en vrai, c'est génial de voir. Des fois, je baissais la tête, je voyais mes pas en train de marcher. Je me disais, putain, c'est quand même dingue, c'est quand même génial, quoi. Et combien de fois j'ai remercié mes pieds, combien de fois, même la dernière vidéo que j'ai faite quand je suis arrivé, j'ai pris un moment pour remercier mes pieds parce que ces deux petits trucs-là m'ont porté quand même sur quelques kilomètres. Et c'est vrai que c'est une conscience plus intense du corps.
Et le retour à la réalité, quelle a été ton expérience après avoir fini ces plus de 4000 kilomètres? Alors avant de te répondre, je pense juste à ta question sur la peur là que j'ai pas Ah répondu. oui, c'est ça, j'ai mal fait mon travail parce qu'il y avait deux questions à une qui n'étaient pas vraiment reliées nécessairement. Ouais, ouais. Non, mais en vrai c'est intéressant parce que ma relation à la peur, je pense que la peur, elle est très synonyme pour moi de curiosité. Je trouve que, en tout cas, j'essaye en tout cas de la transcender en curiosité. C'est-à-dire que si j'ai peur de quelque chose, je me force des fois un petit peu à aller vers cette peur-là parce que je pense qu'il se passe un truc, quoi. Il se Mhm. passe un truc. Alors, il y a une peur qui va être rationnelle, c'est-à-dire la peur d'un animal qui est en face de moi et qui est en train de me charger. Donc ça, c'est une peur de survie. Mais je parle plus des peurs qui vont être de l'ordre irrationnel, qui vont être de l'ordre de la projection ou autre. Ouais, les J'essaye si. toujours, en fait, Ouais. ouais, et s'il se passait un truc, et s'il se passait machin. Je pense, ouais, j'essaye, en fait, en tout cas, de transformer ça en curiosité et puis d'essayer d'y aller. Et je me dis, au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, ouais, essayer toujours de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière la peur, en fait. Ouais. Ben dans Wild de Cheryl Strayed, justement, elle parle de ça. Et puis quand je l'ai lu, parce que je l'ai lu récemment, ben, j'avais vu le film quand il était sorti, mais le livre, j'avais jamais lu. Mais elle dit un truc sur la peur que j'arriverai pas à redire comme elle le dit, mais c'est assez intéressant parce que la peur, c'est souvent, comme tu disais, c'est infondé et c'est un peu comme un fantasme finalement. Et donc, de ne pas laisser la peur, avoir peur, c'est un peu comme se laisser contrôler par quelqu'un d'autre. Et donc, c'est comme un travail mental qu'il faut faire parfois parce que je crois que beaucoup de gens, peu importe la façon dont quand on est nomade, on va avoir des peurs parce qu'on n'est pas chez soi. On est tout le temps à la merci, que ce soit des éléments, des autres personnes, de l'inconnu. Mais finalement, là-dedans, qu'est-ce qu'on contrôle? La peur, elle peut parfois peut-être nous contrôler plus que nous parce que ben ça sert à rien d'avoir peur, comme tu disais, pour des choses irrationnelles. Mais c'est un peu comme la méthode quoi, il faut souvent se le répéter pour en arriver à un point où, comme toi, c'est une belle leçon, ça, de transformer la peur en curiosité. Ouais, et notamment, je pense qu'elle est toujours vecteur d'une leçon, tu vois. Je pense que si on a peur, c'est que c'est quelque chose en nous qui finalement, ça appuie sur quelque chose. Et moi, j'ai peur, peut-être la personne à côté de moi n'a pas peur pour la même situation. Qu'est-ce Mhm. que ça veut dire de moi? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre finalement? Et simplement de se poser. Et c'est là où je trouve que j'ai envie d'amener de la curiosité, c'est de me dire, juste pas de ressentir la peur et dire j'ai peur, de pas mettre cette étiquette-là, juste de dire, ok, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Mhm. Et de me dire, et finalement d'aller juste rationaliser le truc en disant, mais en fait, non, bah là, il peut pas m'arriver grand-chose, tu vois. Ouais. Enfin, Ou qu'est-ce que je peux et, faire pour... quelles sont les choses que j'ai? J'ai ma bombe anti-ours, j'ai mon sifflet, que de petites choses de prévention. Je vais faire du bruit pour... en fait, c'est ça. Il faut souvent rencontrer la peur avec la prévention ou les choses qui vont y remédier. ouais, et puis après, c'est presque des fois un choix. Exact, ouais. C'est c'est quoi à dire, mais en vrai, quand tu peux pas contrôler la chose, quand tu peux te dire, tu dis, putain, j'ai peur qu'un ours surgisse sur le sentier et vienne m'attaquer. Ok, c'est sûr que si ça arrive, c'est pas cool. Mais en Mhm. même temps, je peux pas contrôler ça. Enfin, si ça arrive, ça arrive. Donc, soit je décide à un moment donné d'accepter ça, de dire que c'est une infime Ouais. probabilité, soit je dis, bah non, en fait, je suis pas capable de gérer ça et je pars, toi. Mais en vrai, tant que je peux pas contrôler le truc, ça sert à rien de mettre des fois beaucoup trop d'énergie dedans. Ouais. Alors c'est facile à dire quand tout va bien, Ouais, des fois quand tu es fatigué, quand tu es au exact. bout de ta journée, etc., c'est plus difficile de rationaliser, mais c'est ça aussi qui Ouais. est chouette, c'est pas Et obligé d'être... Et c'est là où l'ignorance est parfois une bénédiction parce que il m'est arrivé quelquefois d'être soit en territoire de grizzly où il y a des cougars partout dans l'ouest et que les gens, tu me disais, les gens ils écoutent leurs podcasts et tout ça et moi c'est quelque chose par exemple avoir des écouteurs en rando, je suis trop surconscient de il y a plein de choses dans la forêt que j'ai envie d'entendre tout parce que je veux pas être en retard sur s'il y a quelque chose. Mais à la fois comme tu dis,
tu le contrôles pas, donc au final, c'est mieux d'être dans une sorte d'ignorance un peu, pas néfaste, mais d'oublier les choses. Parce que sinon, tu vas être trop conscient et hyper conscient de toutes les choses qui ne sont pas autour de toi. Moi, de toutes les fois où je crois qu'il y a quelque chose, il n'y a jamais eu rien, et c'est tout le temps quand tu t'y attends le moins ou que tu oublies que la chose surgit, en fait. Donc, ça ne sert à rien de polluer son esprit. Mais ouais, c'est Et un après, sujet. Ouais, ouais, non, pardon, je te coupe, mais je disais que ouais, en fait, il faut accepter aussi les règles du jeu. C'est-à-dire que j'évolue dans un territoire qui n'est pas le mien. ouais. Je suis dans le sauvage, je suis dans la nature, je la partage avec des animaux qui vivent ici toute l'année. Moi, je viens juste squatter là pendant 5 mois, 6 mois, leur territoire, et du coup, ils sont chez eux. Mhm. Donc, je sais pas, c'est comme rentrer dans un appartement de chez quelqu'un, s'asseoir sur le canapé et espérer qu'il ne vienne pas nous parler parce qu'on a envie d'être tranquille pour regarder sa télé. Mhm. Non, enfin, il y a un moment donné où peut-être qu'il va rentrer, il va vouloir discuter avec nous. Donc, c'est juste, ouais, se dire, bah, non, en fait, ouais, j'ai décidé de venir là, bah, ça fait partie des probabilités et c'est OK. Et transformer ça par justement cette curiosité de dire, putain, j'ai trop envie de voir un ours, ça va être trop génial. Et ça l'a été, finalement, ça a été une belle expérience. Il y a peu finalement, d'accidents, en tout cas, sur, sur le PCT, Ouais, sur ouais. ce type de rencontre. Ouais, le plus dangereux, c'est de voir dès que tu vois des bébés, moi je dirais c'est là où c'est le plus dangereux, mais n'importe quel adulte, Ouais, animal adulte, en général, il ouais, veut pas avoir affaire à toi. ouais. Quand t'as fini tout ça, je voulais te demander, parce que ça m'intéresse, quand t'as le retour à la réalité, comment tu l'as vécu, cette fin et ce nouveau départ? Bah, finalement, je me demande si la réalité, c'était pas celle-ci, tu vois. C'est vraiment que c'était pas ça, la réalité. En tout cas, c'est une autre réalité. Euh, bah, forcément, c'est compliqué. Enfin, le plus compliqué pour moi a été. Il faut savoir que le trail donc, s'arrête vraiment au niveau de la frontière avec le Canada. Donc, j'y suis arrivé le 7 septembre dans la matinée. Après cela, il y a encore 14 miles, donc une vingtaine de kilomètres pour arriver jusqu'à une route. Donc déjà, ces 14 miles sont des miles qui sont assez nostalgiques. C'est vrai Mhm. je les marche en repensant à ces 5 mois de Tu marche, les marches à tout ce que j'ai reculons, vécu. ouais. Je les marche en tâtonnant, ouais, j'ai vraiment pas envie de les finir. Et du coup, j'arrive à une route, il y a un lodge, je mange un petit truc et je me dis, voilà, mon objectif, c'était d'aller à Vancouver, qui était à 2 heures de stop de l'endroit où j'étais. Et je me dis, bon, bah, j'y vais demain. Il y avait des amis qui m'y attendaient. Et je me dis, bon, allez, je tente quand même, je vais faire du stop et je verrai bien ce qui se passe. Et finalement, je fais du stop et je suis pris par un gars qui était un travailleur dans le bâtiment et qui allait travailler dans le nord de Vancouver, qui me dit, OK, pas de problème, je t'y emmène. Et du coup, on a fait la route ensemble, c'est très chouette. Il a appelé sa femme, il m'a dit, ah tiens, regarde, il y a un mec qui a qui a marché pendant 4500 km, donc c'était rigolo. Et en vrai, bah, il me dit, bah, moi je vais bosser dans le nord, donc je te dépose là, c'est un peu de l'autre côté de Vancouver, mais tu as juste à le traverser et puis tu arriveras chez tes amis, quoi. Et il me dépose là-bas, et là c'est pour moi un choc, parce que c'est la première fois que je suis projeté dans une grande ville depuis mon Mhm. départ, et je me retrouve avec des gens, du bruit, des lumières partout, une espèce de surstimulation, et là je commence à me dire, mais putain, mais en fait, comment je vais faire en fait? Et, euh, et, et, et ouais, ça a été compliqué. Ça a été notamment compliqué parce que j'ai pris un bus pour aller voir, donc rejoindre mes amis. Et dans le bus, comme je l'explique souvent, c'est quand tu n'es pas loin du trail, ben, en fait, les gens savent plus ou moins qu'il y a le Ouais. PCT qui est pas loin, ils connaissent, ils te posent des questions, ils te prennent en stop hyper facilement. Là, à Vancouver, les gens ne disent pas, ce mec-là, il vient de sortir du PCT, quoi. Surtout à Et, Vancouver où il y a un gros taux d'itinérance et de SDF, donc exactement. ouais. Et en vrai, je pense que les gens, quand ils m'ont vu rentrer dans le bus, ils m'ont considéré comme un SDF, une vraie personne dans la rue. Et ils ont eu un regard, j'oublierai jamais en fait, c'est un regard un petit peu de mépris. Mhm. Et ce regard-là, en fait, il a été hyper dur parce que je n'ai jamais en fait ressenti ça dans ma vie de tous les jours. Ouais. Et c'est la première fois que j'avais un tel regard et j'ai trouvé ça hyper dur. Et je pense que ça a été le premier retour à une autre réalité.
c'était ça en fait, c'était se dire en fait il y a une scission entre cette vie dans la nature, cette vie simple, cette vie authentique que moi je juge authentique, et cette vie où les gens se regardent, se jugent, se jaugent. Et j'ai trouvé ça. Alors que toi, pendant 5 mois, j'ai rencontré des gens, et la rencontre a été. C'est ça qui est génial quand tu voyages notamment simplement à pied ou à vélo, c'est que la rencontre, elle se fait sans barrière. Tu viens simplement chez les gens te partagent un moment hyper intense, t'ouvrent leur cœur, et ces connexions-là, elles sont tellement magiques qu'elles te nourrissent pendant quelques mois. Et là, je me suis retrouvé projeté dans un monde individualiste où les gens ne s'intéressent pas forcément à l'autre, et bah, ça a été hyper compliqué. Donc j'ai mis, je pense, quelques semaines, ouais, vraiment à me resocialiser dans un groupe avec de l'effervescence du monde et redevenir juste quelqu'un de passage, en fait, sans que les gens puissent discuter vraiment. Et ça a mis un peu de temps. Ouais. Parce qu'il y a une vraie, il y a une vraie, le mot est fort, mais il y a une vraie dépression que tu peux avoir après une aventure comme ça, parce que tu vis tellement intensément. Et comme tu disais, c'est super intéressant ça sur. C'est quelque chose que je vis aussi parfois en tant que marginal, c'est le jugement que quand tu es hors des villes, et je comprends totalement ce que tu as pu vivre à Vancouver, et encore, tu es arrivé à Vancouver, c'était pas encore le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est encore pire aujourd'hui, mais ça a duré combien de temps, ce moment de flottement où t'es un peu, ton identité, elle est un peu chamboulée, parce que ton identité, c'est marcher tous les jours, c'est ne pas être jugé par de quoi t'as l'air, c'est être bien avec l'environnement et avec ce qui compte, la nature et les choses simples. Et ça paraît tellement bateau, mais c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est authentique. Mais après, ça a duré combien de temps, le moment de flottement post-PCT? Peut-être qu'il est encore là, hein, un petit peu. En vrai, non, je pense que je suis resté une dizaine de jours à Vancouver où je me suis planqué chez mes potes, et je faisais que sortir pour aller me balader dans la forêt. Après, je suis retourné à San Diego pour aller chercher mes affaires de montagne. Je me suis je suis resté un petit peu au Mexique, et ouais, donc je suis revenu progressivement en Europe, et je pense que ce moment a duré bien 4-5 mois peut-être, ouais, jusqu'à repartir sur de nouveaux projets en lien avec l'aventure. Et je pense que c'est ça aussi qui permet en fait de passer. En fait, je pense que c'est très difficile de vivre une aventure comme ça et de revenir à un point de départ. C'est intéressant de partir sur une aventure comme ça, soit de décider que c'est quelque chose qui est une parenthèse dans une vie, soit d'accepter le retour qui sera brutal, soit de se dire, voilà, après ça, je projette de faire ça sans être dans une projection trop intense, mais au moins d'avoir un autre point de mire après. Ça permet vraiment de vivre ça comme juste une étape. Parce que toi, tu as une base en France, tu disais, ça t'avait un peu donné envie de redevenir un peu semi-sédentaire. Comment ça marche ta vie nomade? Elle est toujours nomade, hein. C'est toujours pas de chez moi. Non, je suis rentré en novembre. J'ai pas mal bougé encore. J'ai fait pas mal d'interviews quand je suis rentré. J'avais l'espoir d'écrire un livre. Quand je dis l'espoir, c'est que je pense que j'ai voulu l'écrire trop vite pour de mauvaises raisons. Ouais. C'est compréhensible. Et j'avais trop envie parce que plein de gens me sollicitaient dessus et c'était trop frais. Donc j'ai essayé d'écrire et j'ai pas du tout réussi. Et après, j'étais avec ma copine à Bruxelles, et puis après il y a eu un confinement. Donc là, je suis devenu sédentaire par obligation. Et en sortie de confinement, on vient de faire un tour à vélo, et du coup, je suis toujours dans un mouvement. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, l'idée, c'est de trouver un endroit dans lequel, en tout cas, poser mes affaires, et puis de continuer à vivre des aventures. En tout cas, c'est mon souhait. Ouais, tu disais là sur le livre, moi ça m'intéresse parce que je suis dans ce milieu-là et j'aime beaucoup parler de ça, mais tu disais, j'ai voulu le faire trop tôt et pour la mauvaise raison, et je comprends totalement, parce que souvent on va vivre quelque chose et on a l'impression qu'il faut tout de suite qu'on le dise, parce que sinon soit quelqu'un d'autre va le faire, ou il faut tout de suite parce que sinon on va t'oublier ou quoi, et alors que regarde, si tu prends Wild de Cheryl Strayed, elle l'a fait je crois dans les années 90, 94 ou quelque chose comme ça, 92.
il me semble. Ouais. Et le livre, il est quoi, de 2004, 2005? Donc Ouais. c'est une bonne dizaine d'années. Bon, je te souhaite pas d'attendre une dizaine d'années, mais c'est sûr que moi, en tant qu'auteur, je vois beaucoup ça aussi que dans le passé. Bon, je suis pas jeune ni vieux, mais dans le passé, j'avais vraiment cette volonté d'écrire tout de suite sur là où j'étais et de tout de suite le publier et tout ça. Mais aujourd'hui, je commence à peine à comprendre que ces aventures, c'est un peu comme du vin, elles vont se bonifier et c'est avec d'autres aventures ou d'autres expériences plutôt que tu vas pouvoir en parler de manière vraie. Et parce que le quotidien, c'est pas vraiment ça. Ça, c'est intéressant, le quotidien. Ah, le matin, je me lève, je mange ça, je marche. Mais c'est l'histoire qui est intéressante quand tu écris un livre ou quand tu fais un film ou quoi. C'est l'histoire, comment tu la racontes, c'est pas l'anecdotique. Donc j'espère vraiment que tu l'écriras. Et si tu veux, si tu veux qu'on discute de ça, on pourra en discuter une autre fois. Mais je trouvais ça vraiment intéressant ce que tu as dit parce que ça prend pas mal en tant qu'auteur de maturité. Je sais pas si tu as écrit par le passé, mais. Bah oui, j'ai écrit et justement, enfin, j'écrivais surtout pour moi Mhm. et j'ai toujours voulu écrire. C'est vraiment quelque chose là pour le coup qui vient de manière aussi assez récurrente, mais je pense que c'est aussi quelque chose que je faisais pour les autres parce que c'était chouette, parce que les gens me disaient c'est génial, parce que les gens me disaient ah j'ai hâte de lire ton livre. Ouais. Et en vrai, j'avais plus envie de le faire pour les autres que pour moi-même. Et à un moment, je me suis rendu compte, je me suis dit mais pourquoi je l'écris en fait? Pour moi, pour les autres, pour moi raconter une histoire. En vrai, j'ai avant tout de l'écrire pour moi. Et si je le partage, c'est pour faire vivre des émotions aux gens. C'est pas pour leur raconter ce que j'ai vécu. C'est pas l'aventure qui est pour moi le plus important. C'est les émotions que je peux faire véhiculer au travers de cette aventure-là. Et du coup, ouais, c'est une digestion. Je pense qu'une aventure comme ça, il y a besoin de la digérer pour pouvoir en sortir quelque chose qui n'est pas l'ordre de l'anecdote. Comme tu Mhm. disais, s'en fout que le 7 août, j'ai mangé une pomme le matin. Enfin, Ouais. bref, c'est pas très intéressant. C'est pourquoi en fait, et qu'est-ce que ça m'a sorti. Et ça, je pense que j'ai eu besoin de temps. Et maintenant, je me sens un peu plus à même de le faire. Mais encore une fois, je le fais sans pression maintenant. As-tu des inspirations? On parlait de livres, de films, tu disais que tu as écouté beaucoup de livres audio. C'est quoi ce que tu consommes comme culture? Bah là, j'écoute un peu moins de livres audio maintenant. Je reviens à quelque chose de rien faire quand je vais marcher. Déjà, je peux n'écouter des livres audio qu'en mouvement. C'est quelque chose qui est impossible pour moi à faire quand je suis chez moi. Mhm. Et sinon, ouais, j'ai toujours lu des livres d'aventure. Euh, Là, bah, en ce moment, je relis Pete from Indian Creek, par exemple, justement sur C'est quoi l'Ouest ça? américain. Ça s'appelle Indian Creek. Ok, je vais l'écrire. C'est Pete From, c'est génial. C'est un super, super livre sur un étudiant qui décide de prendre un poste de 7 mois pour aller surveiller des petits saumons en plein milieu de la nature, Mhm. dans le Nevada, me semble-t-il. Et voilà, c'est un novice dans l'expérience de trappeur. Et ça, c'est drôle et bien écrit. Mais sinon, non, j'ai été bercé, moi, par ces écrivains voyageurs, par les gens qui ont vécu des aventures, de Sylvain Tesson à Poussin, Poussin, je pense que c'est les premiers qui m'ont vraiment donné l'envie de vivre des grandes aventures dans ma vie, qui ont fait Africa Trek. C'est Alexandre et Sonia Poussin. Ok. Euh, et ouais, je dévore vraiment d'une manière frénétique tous les livres d'aventure, les livres de gens qui voyagent à pied, qui voyagent à vélo, notamment maintenant. Mhm. Voilà. Et puis j'aime des choses un peu plus, j'allais dire légères. Je suis un grand fan de Stephen King depuis que je suis tout. Ah ah. C'est quoi ton préféré? Je dirais Misery. Ok. Misery, j'aime beaucoup. Et voilà, mais je me laisse surprendre en fait. Mais voilà, là, je suis dans une période de ma vie où j'aime bien ne plus avoir de choses à faire, ne plus avoir Le de, plan. de, pod- de plans ou de podcasts à écouter. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, par exemple, j'ai suivi beaucoup de podcasts au retour parce que j'avais pris l'habitude d'écouter des podcasts. Ouais. Mais je trouvais qu'au bout d'un moment, c'était comme des tâches à faire, tu sais, comme oh, putain, il y a un nouveau podcast qui est sorti, il faut que je l'écoute, il y a un nouvel article, C'est de la etc. consommation de divertissement, ouais. Ouais. Exactement. Et en vrai, je prenais plus de plaisir à me dire, ah, je l'ai lu, ou ah, je l'ai écouté, qu'à l'écouter. Mhm. Et ça, j'en ai pris conscience et je me suis dit, non, en fait, j'essaie de mettre moins de choses maintenant dans ma tête et j'essaie de produire plus de choses. Ouais. Et
on parlait plutôt, la PCT, ça fait partie en anglais, on appelle ça le Triple Crown, le grand chelem des longues randonnées. Donc, il y a la PCT, qui est la Pacific Crest Trail, qui fait du Mexique au Canada sur la côte ouest, enfin les Sierras. Il y a la AT, qui est les Appalaches, qui fait, je pense, c'est de la Géorgie au Vermont. Caroline du Nord. Caroline Ouais. du Nord, qui remonte en fait les Appalaches. Et il y a une autre qui est une des moins connues, c'est la CDT, qui est la Continental Divide, qui monte en fait du Nouveau-Mexique au Montana. Et ma question, c'est est-ce que tu comptes en faire d'autres de ces longues randonnées? T'aimerais devenir un Euh, Triple Crowner? euh, Au fond de moi, oui. Au fond de moi, oui. Quand je suis rentré, je me suis dit, OK, j'ai vécu ça, je suis très content. C'était très intense, enfin, l'expérience de ma vie et c'est pour moi la plus belle chose que j'ai pu vivre jusqu'à présent, je pense. Mais je me suis dit, bon, maintenant, je pense que 3 mois de randonnée, c'est chouette. Au-delà de 3 mois, au bout d'un moment, c'était des fois une espèce comme si 80% en fait du plaisir a été regroupé, on va dire, cette partie-là. Ok. Euh, mais en vrai, ouais, ça titille parce que c'est non pas pour dire j'ai fait les trois, mais parce que c'est quand même une expérience incroyable. Mais je crois que si je le faisais aujourd'hui, je le ferais plus seul. Ouais, j'aurais Mhm. peut-être envie si ma copine a envie de le faire ou un pote ou quelqu'un, n'importe, mais en tout cas d'avoir envie de le partager. Ouais. Et On aussi, rencontre plein de gens, pardon. non, non, vas-y. Je disais, on rencontre plein de gens en fait sur le trail, mais je trouve que c'est aussi intéressant de vivre ça à deux. Ouais, et c'est ça que je trouve beau dans ces longues randonnées. Moi, ça m'a toujours titillé, mais il y avait toujours ce côté de plein de projets dans la vie et ça te prend quand même une moitié de ton année de faire ça, sans compter la préparation. Donc, c'est quand même un sacré projet. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que je lis et ce que je vois comme contenu de ces longues randonnées, c'est que même quand tu es à plusieurs, chacun marche et après tu te retrouves, tu t'attends, tu te retrouves le soir et je pense que c'est un bel équilibre entre parce que si je pense que t'es tout le temps à deux, t'es tout le temps à trois et à un moment je pense que tu te mets dessus un peu parce que tout le monde marche différemment, mais il y a une beauté Mm. là-dedans que tu sais que tu vas prendre plus ou moins le même sentier, donc vous allez vous retrouver à un moment donné, donc c'est assez cool d'avoir dès le départ des gens que tu sais que tu vas le faire avec eux et c'est rassurant aussi parce que la vie, c'est pas fait pour être misérable et miséreux tout le temps, hein. C'est beau aussi d'être Ouais. avec des gens que t'aimes et de partager des trucs pour pouvoir un peu rendre ça réel aussi, parce que quand tu vis des choses tout seul, je sais pas si ça a été ton expérience, c'est comme si c'était pas vraiment vrai. C'est peut-être pour ça qu'on écrit aussi, parce que parfois de faire des choses tout seul, ça résonne pas nécessairement parce qu'on l'a vécu tout seul et donc on se demande pourquoi. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Après, moi, ce que j'aime beaucoup sur le trail, c'est qu'on dit souvent hike your own hike, c'est-à-dire que randonne ta propre randonnée. Mhm. Ça veut dire en vrai que chacun, en fait, a sa manière, sa vision, son histoire, vient avec son passé sur ce trail-là. Et en vrai, il n'y a pas une seule manière de randonner, il y en a autant qu'il y a de personnes, en fait, sur ce trail-là. Et il y a des gens qui vont être seuls, il y a des gens qui vont être en groupe, et j'ai vu des groupes de 7 personnes. Euh, il y a des groupes qui se splitent, il y a des groupes qui se créent, il y a des groupes Ouais. qui. Alors, faut savoir quand on parle de groupe, il n'y a pas non plus 10 000 personnes sur le trail, mais ça reste. Il y a possibilité aussi de rencontrer des gens sur le trail, mais en vrai, je trouve que c'est plus, pour moi en tout cas, d'avoir une expérience de vie que je peux ramener en fait à la maison Mhm. après. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que les seules personnes avec qui je peux vraiment en parler, c'est les personnes qui ont vécu une partie d'aventure avec moi, Ouais. notamment dans la Sierra. Et on s'appelle, on se voit de temps en temps des messages. Et je pense que pour très longtemps, on sera lié par quelque chose. Mais même le raconter, même l'écrire, je pense plus tard, c'est très difficile de retranscrire un petit peu tout ça. Et puis, c'est pas très important non plus de le retranscrire mais c'est des fois intéressant de pouvoir dire, ah, tu te rappelles ce moment-là. Et t'as pas Et besoin juste ça, tu vois. d'expliquer. Ouais. T'as pas besoin d'expliquer en fait. Et c'est Ouais. juste, putain, quand on était là en plein milieu de la neige, dans ce pass, et quand on était bloqué, ah oui. Et en fait, c'est juste ramener ça en fait à la maison, ramener un Mhm. partenaire d'émotion et de discussion sur le PCT ou autre. Et tous
les randonneurs qui font ces randonnées, on leur donne un nom. Toi, est-ce qu'on t'a donné un nom? C'est quoi ton nom de sentier, ton surnom de PCT? Alors moi, le mien, c'est Gourmet. Gourmet. Ah, C'est Gourmet. Oui, Gourmet. L'histoire pour la raconter, j'étais avec donc c'était des Anglais et et un matin donc on passe dans une petite ville de Californie du Sud et il s'appelait Dan, il achète des petites choses pour le petit déjeuner et il ramène notamment des croissants qui viennent du supermarché. Et il me dit, tiens, j'ai pris ça pour toi, c'est cool. Je dis, ah, ça, oui, mais bon, je suis pas sûr de manger ça. Je suis pas. En rigolant, en disant, c'est pas des vrais croissants. Il me dit, ah, comment ça, c'est pas des vrais croissants? Il est marqué gourmet croissant. Et je disais, mais c'est dingue, en fait. Aux États-Unis, en fait, c'est gourmet, c'est un mot français qui est plus trop ouais, utilisé, c'est ouais. un de vieux français. Et j'ai l'impression que il y a plein d'endroits aux États-Unis, ou en tout cas dans les endroits que j'ai croisés, où ils mettent gourmet, gourmet Gourmet. pizza, C'est gourmet comme four. de luxe. Ouais, exactement, comme de luxe, quoi. Et je dis, en fait, pour nous, ça veut rien dire en France, quoi. Et là, c'est ce mot un petit peu. Et du coup, on en a beaucoup rigolé et j'ai reçu ce nom à cause de ça. Ah, c'est parfait, ouais. Et donc, t'as partagé tout ça sur Instagram. Là, tu disais que vous avez fait avec ta copine un tour de France en vélo. Donc, on peut te suivre sur Instagram. C'est quoi? C'est Jules à la bougeotte, tout Jules à attaché. la bougeotte, ouais. Et Mm. c'est quoi derrière ça le message que tu essaies de faire passer dans le partage de tes aventures? Alors ça, c'est une grande, et c'est toujours la grande un petit peu interrogation. À la base, je m'étais mis vraiment sur ce réseau social-là pour partager à mes proches et aux peu de gens qui me suivaient à l'époque. Parce que je me disais que c'est plus simple, c'est pas besoin d'envoyer un message Mhm, systématiquement à toutes les personnes. J'avais commencé à faire des posts réguliers et je me suis vite rendu compte que c'était pas mon truc. C'était compliqué en fait de me poser et d'écrire et du coup j'ai plus documenté mon aventure avec mon dictaphone où tous les jours je me faisais des audios de mes journées. Je documentais mes journées grâce à mon dictaphone de mon téléphone. ah, Et, euh, et en vrai, après, j'ai pas mal de gens qui m'ont suivi, une bonne communauté qui finalement a suivi mon aventure. Je mettais quand même des stories de temps à autre sur Instagram et j'avoue que cette communauté m'a permis quand même de temps à autre à me sentir mieux dans les moments difficiles, notamment quand je passais 7-8 jours dans les montagnes, dans la neige, c'était assez compliqué et j'avoue que le soutien, tout con même d'inconnus, mhm. m'a fait du bien. Et quand je suis rentré, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais essayer de continuer à diffuser sur Instagram, mais j'avais plus grand chose à dire. Enfin, j'avais plus envie, en tout cas, de dire des choses. Et aujourd'hui, je continue à vivre des aventures et j'ai plus envie aujourd'hui de partager, non pas pour forcément véhiculer un message, mais je vis des émotions et j'ai juste envie de les partager. J'ai juste envie de faire vivre des émotions aux gens comme je peux en vivre en lisant des livres, Mhm. en regardant des vidéos et de donner peut-être l'envie aux gens de vivre des aventures parce que c'est chouette sans avoir la prétention de vraiment inspirer, mais vraiment de simplement de leur faire déjà vivre des émotions, c'est déjà énorme. Et en vrai, j'aime raconter ce que je vis aujourd'hui. Ça me permet aussi d'ancrer un peu plus les moments et de les faire vivre différemment. Et j'aime tout simplement ben, créer des histoires autour de ce que je vis, tout simplement. Ouais, ça peut donner une profondeur aussi à ton propre voyage, en fait. T'as jamais voulu faire justement un podcast de ces notes de rando? Il y aurait quelque chose à faire avec ou... J'aimerais beaucoup faire un podcast, moi, à vrai dire, mais dans le domaine de l'aventure. Mais c'est Ouais. quelque chose que j'aimerais faire peut-être à plusieurs, dans une sorte de petite table ronde sur des sujets dans Ouais. lesquels on échangerait, où ce serait un peu léger et différent de ce que je peux arriver à avoir aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est de la matière brute pour mon livre. C'est de l'émotion brute. C'est ça qui est génial, en fait, avec l'audio. C'était à la base quelque chose, parce que moi, je suis devenu un peu un ultra minimaliste, un ultra light writer, et du coup, j'étais vraiment ultra léger, et je me suis séparé de mon carnet et mon stylo, parce que j'avais du mal à trouver le temps pour écrire, et du coup, ça pesait un petit poids, donc je m'en suis Mhm. séparé. Et j'ai du coup pris le dictaphone complètement par hasard, et a posteriori, je me rends compte que
c'est des émotions brutes, c'est des émotions qui sont pas prédigérées par l'écriture. Je pouvais être en colère, hyper Ouais. heureux, et je pouvais allumer mon téléphone et les capter dans l'instant. Et ça, c'est génial. Il y a quelque chose de Donc, frustrant non, aussi quand on écrit, hein. Tu sais, quand t'écris, tes pensées vont plus vite que comment t'écris. On oublie aussi beaucoup que dans la littérature, il y a des gens comme John Steinbeck, comme Albert Cohen, c'est des gens qui parlaient leurs livres. Et ça, très peu de gens le savent. On pense qu'on lit un livre et ils l'ont forcément écrit. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui, en fait, pas mal de leurs livres, ils les ont dictés. Et c'est assez cool. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup aussi le podcast et tout ça. C'est parce qu'il y a quelque chose dans l'oralité qui est... Je sais pas, moi aussi, moi, j'aimerais ça, en fait, pouvoir faire, comme tu disais, une table ronde ou quoi, ou avoir un studio où on peut parler. Mais quand t'es nomade, c'est un truc que tu peux pas faire. C'est ouais, de réunir tout le monde ensemble parce que toi-même, t'es jamais au même endroit. Les gens que tu veux avoir avec toi, ils ne sont jamais au même endroit. Et encore plus aujourd'hui où c'est encore plus difficile de voyager. Mais ouais, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les discussions. Et je pense qu'avec Skype, pour l'instant, le mieux qu'on peut faire, même si c'est difficile parce que tu ressens pas. C'est difficile de rebondir, tu vois, de se couper sans attendre le délai d'une seconde entre nous deux et tout. ouais. Mais on fait avec ce qu'on a. Et c'est déjà très bien, c'est déjà génial d'avoir ça. Mais je suis, ouais, effectivement complètement d'accord avec toi sur l'écriture. Moi, j'ai trouvé une petite solution en écrivant à la main, en sortant aussi de. Je trouve qu'il y a un rythme d'écriture qui correspond, en tout cas une pensée d'écriture qui correspond beaucoup plus à quelque chose de naturel en reprenant un stylo et des feuilles de papier. Euh, mais ouais, il y a toujours ce côté un peu frustrant de l'écriture, mais c'est aussi tout l'art de cet exercice-là. Et, euh, et voilà, mais je trouve que, ouais, en tout cas, l'audio, je trouve que c'est génial. Ça a été une découverte incroyable pendant mon trail. J'écoutais pas du tout d'audio avant, de Mhm. podcast ou de livres audio. Et je trouve que c'est une belle manière de faire passer certains messages ou certaines émotions. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi tes projets dans les prochaines semaines? Moi, je vois la vie semaine après semaine, donc c'est pour ça que je pose la question comme ça. Oh là là, ouais, c'est compliqué de répondre à cette question. Tu peux me souhaiter de continuer on peut me souhaiter de continuer ouais, à profiter. Là, avec Hélène, donc ma copine, on vient de terminer donc cette traversée de France. On est parti de la frontière de l'Allemagne jusqu'à la frontière de l'Espagne. Ça a été une vraie découverte, une belle découverte. Le vélo, moi qui étais assez vélo sceptique parce que je me disais, ben non, en fait, moi j'aime la nature, j'aime le sauvage et Mhm. j'ai pas envie d'être sur le bitume et la route, et j'ai découvert autre chose. Donc je pense qu'il y a d'autres aventures qui vont arriver à vélo, il y en a certainement d'autres qui vont arriver à pied aussi. J'essaye de construire maintenant quelque chose autour de l'aventure. Je sais pas encore exactement précisément ce que ça va être, si ça va être juste d'écrire des livres ou de les vivre ou d'en faire, j'en sais rien. Je me laisse pour l'instant beaucoup d'espace pour ça. Mais non, en fait, juste de continuer à être en mouvement, ce serait déjà un chouette cadeau. Ouais, et tu sais que tu parles de vélo, mais tu sais qu'il y a des gens qui font la CDT de Nouveau Mexique au Montana, ils le font à vélo, hein, en vélo de Ouais, montagne. Et de plus en plus, moi, c'est un truc que je regardais, ça a l'air assez intéressant. Mais ouais, c'est ça, de garder les horizons ouverts, ça peut te faire ouais. découvrir toujours des nouvelles choses. Après, je dirais juste par rapport à ça, par rapport au vélo, je trouve que en fait, les deux sont complémentaires. Pour moi, maintenant, j'associe beaucoup la marche au sauvage, à la nature, et Mhm. au vélo à quelque chose qui a plus trait aux rencontres, aux gens, à visiter un endroit. Je trouve que c'est génial en fait de rentrer dans un petit village, surtout en France, où il y a plein de petits villages, de rentrer dans un petit village à vélo. Mhm. Et il y a un rapport avec les gens qui est juste incroyable. Les gens sont curieux, se demandent d'où tu viens, et tu connectes vraiment facilement aux gens. Donc je pense que c'est deux choses qui sont voilà, j'irai pas forcément dans le sauvage très longtemps avec mon vélo, et je marcherai pas non plus très Ouais. longtemps sur le bitume avec mes jambes. Donc je Après, pense que les deux sont bien. ça dépend quel vélo tu as aussi, hein, parce que il y a justement, Ça dépend quel vélo. ouais, une fois moi, Exactement. j'étais un gars de vélo de route beaucoup. Et depuis seulement quelques temps, je suis passé au vélo de montagne et ça t'ouvre des horizons complets et tu repenses comment tu pensais les modes de transport. Donc ouais, c'est assez intéressant. Je pense que la leçon là-dedans, pour terminer, c'est vraiment de garder les horizons ouverts et c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses, même dans le monde aujourd'hui où parfois on peut se sentir un peu cloîtré. Ouais, Écoute, clairement. Jules, ben, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec moi. Ça m'a fait très plaisir Merci à de toi. pouvoir parler de tout ça. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire et de parler d'autres projets.
Bah ouais, bah avec grand plaisir. C'est un plaisir. Là maintenant, c'est vrai que ça fait 1 an et je pense qu'il y a aussi, c'est ce que je me disais avant qu'on connecte sur ce podcast-là. Je trouve que le fait d'avoir vécu aussi une autre aventure différente à vélo fait aussi qu'il y a une prise de recul aussi et il y a aussi Un relief. c'est une autre manière d'appréhender cette aventure et c'est super chouette. Donc merci à toi, merci de m'avoir donné cette petite heure de ton temps. Cool. Ouais. À la prochaine. À bientôt. Salut. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez les épisodes sur vos réseaux. Laissez-moi 5 petites étoiles sur vos apps de podcast, ça aide vraiment. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur YouTube et à lundi prochain pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et vive le van. Ciao!